2 soldats infiltrés arrivent à une base militaire secrète en pleine tempête de neige. Ces hommes sont des contrôleurs de l'aile des missiles stratégiques des États-Unis, chargés des clés nécessaires au lancement d'une ogive nucléaire. Ils s'installent rapidement à leur poste de travail et commencent leur quart de nuit. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose de très inquiétant. 2 ampoules rouges sur le tableau d'état clignotent sans cesse, indiquant une alerte d'ogive. L'officier supérieur, pensant à un problème technique, réinitialise le tableau. Cependant, une alarme retentit bientôt et un code est transmis aux officiers en service. Conformément au protocole, ils ouvrent un casier sécurisé et récupèrent 2 dossiers rouges. Ceux-ci contiennent des codes de lancement de missiles top secrets que les officiers doivent comparer avec le code reçu via le haut-parleur. Ils entrent ensuite le code de lancement dans leurs ordinateurs. À leur grande horreur, l'ordre de lancement est confirmé et un compte à rebours de 60 secondes commence. Les officiers activent alors tous les 10 missiles nucléaires, les préparant au lancement. Mais l'officier supérieur enfreint le protocole en demandant à parler à une autorité supérieure au téléphone. Il tente à plusieurs reprises de contacter ses supérieurs, mais ses appels restent sans réponse. Le compte à rebours tombe bientôt à moins de 10 secondes. L'officier subalterne est prêt à tourner sa clé pour lancer les missiles, mais son supérieur est paralysé par la peur. Il réalise que déclencher ces missiles entraînerait la mort d'au moins 20 millions de personnes. Sans qu'ils le sachent, l'événement auquel ils assistent n'est en réalité qu'un exercice de simulation d'attaque nucléaire. Cet exercice vise à évaluer la volonté des officiers à prendre la décision déchirante d'initier une frappe nucléaire. La scène change et un hélicoptère atterrit au centre des opérations de combat du NORAD, dans le Colorado. 2 agents du FBI en descendent et sont rapidement escortés dans un bureau sécurisé. Ils sont là pour rencontrer le Dr John McKittrick, responsable des opérations informatiques. Leur objectif est de discuter des résultats de l'exercice de lancement de missiles nucléaires non annoncés. De manière préoccupante, 22% des officiers chargés de lancer les missiles nucléaires ont refusé de le faire. Le général Béringer annonce alors qu'il va mettre en place un programme de sélection psychologique pour éliminer ces individus de cette responsabilité cruciale. Lors d'une discussion animée, McKittrick explique que tant que la décision finale de lancement sera entre les mains d'un humain, ce scénario se reproduira encore et encore. Il convainc les agents du FBI d'examiner leur ordinateur de réponse au plan d'opération de guerre, OPR. Ce programme avancé d'apprentissage automatique collecte et analyse en permanence des données. Il simule ensuite des scénarios de guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique sous forme de jeu. Grâce à ces innombrables simulations, OPR élabore des stratégies pour maintenir la domination américaine. McKittrick persuade les agents d'adopter son plan visant à remplacer les contrôleurs de l'aile par un système de relais électroniques. Ainsi, la décision finale de lancement serait retirée aux humains et confiée à OPR. Loin de la base du NORAD, à Seattle, un jeune nommé David Littman est en retard pour son cours de biologie. Il entre en classe et s'assoit derrière son amie Jennifer Mack, tout aussi peu motivé par la biologie. Peu après, leur professeur annonce sans détour à David qu'il a obtenu un F à son examen. David fait alors une remarque sarcastique qui lui vaut d'être envoyé dans le bureau du directeur, une destination familière pour lui. Cependant, en s'approchant de la porte, il découvre le mot de passe du système informatique du district scolaire caché sous un bureau. Plus tard dans l'après-midi, David invite Jennifer dans sa chambre, où il pirate le système informatique de l'école en utilisant le mot de passe. Il change alors sa note de biologie de F à C et fait de même pour Jennifer. Lorsqu'elle proteste, il remet sa note à F, mais la modifie ensuite en A à son insu. Ce soir-là, pendant le dîner, David voit une publicité pour un nouveau jeu d'une entreprise basée à Sunnyvale, en Californie. Curieux d'en savoir plus sur le programme derrière ce jeu, il a une idée ingénieuse. Il programme son ordinateur pour scanner une liste de numéros de téléphone à Sunnyvale et appeler chaque numéro, espérant ainsi trouver l'entreprise de jeux vidéo. Le lendemain, Jennifer s'excuse auprès de David et lui demande de changer sa note de biologie. Il retourne alors dans sa chambre, où David lui révèle qu'il l'a déjà changé en A. Pendant ce temps, son ordinateur continue de composer des numéros et finit par se connecter accidentellement à un système non identifié. David demande au système de lui afficher la liste des jeux, et il voit plusieurs titres, dont Falcon Esmaz, Bridge, Dame, Backgammon, Poker et Global Thermonuclear War. Il imprime la liste et la montre à ses amis hackers Malvin et Jim. Poussé par David, Jim lui parle de la méthode de la porte dérobée, où un programmeur garde un mot de passe secret pour contourner toute mesure de sécurité ultérieure. Malvin suggère de chercher des indices dans le premier jeu, Falcon Esmaz. David se rend alors à la bibliothèque pour rechercher des informations sur le créateur du jeu. Après des heures de recherche, il découvre que Falcon Esmaz a été créé par un certain Dr Stephen Falcon. Pendant une semaine entière, il continue d'enquêter et finit par trouver des informations importantes. Il apprend que le Dr Falcon a développé un programme d'apprentissage automatique permettant à un ordinateur de jouer à des jeux comme les échecs et le poker, en s'améliorant après chaque partie. Malheureusement, selon un article de journal, le Dr Falcon est décédé jeune, à 41 ans,
après avoir perdu son fils Joshua et sa femme dans un accident de voiture. C'est alors que David fait le lien et devine que le mot de passe pourrait être Joshua. Plus tard, chez lui, David entre le mot de passe et obtient un accès complet au système. Mais il ne sait pas qu'il vient de se connecter à Whopper, le superordinateur du NORAD, et non à une entreprise de jeux vidéo à Sunnyvale. Joshua avait en réalité le mot de passe secret permettant de contourner toutes les mesures de sécurité et d'accéder au cœur du système. Whopper, croyant avoir affaire au Dr Falken, invite David à jouer aux échecs. Pensant toujours être sur un simple jeu, il lui ordonne d'initier une guerre thermonucléaire mondiale. Il choisit de jouer du côté de l'Union soviétique et lance des missiles nucléaires sur Las Vegas et Seattle. Dans le Colorado, les actions de David déclenchent une alerte au NORAD, signalant une attaque de 28 missiles soviétiques. Le général Béringer ordonne immédiatement de passer au niveau DEFCON 3, d'envoyer les bombardiers en patrouille et d'alerter le président. À ce moment-là, la mère de David l'appelle pour sortir les poubelles, l'obligeant à éteindre son ordinateur. En conséquence, Whopper désactive son alerte au missile, et la situation redevient normale, du moins pour l'instant. Mais il ne faut pas longtemps aux responsables du NORAD pour comprendre qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Ils découvrent qu'une simulation d'attaque nucléaire a été déclenchée dans Whopper et parviennent à en retracer l'origine jusqu'à Seattle. Prevedi Ovage Text Naturski, a Godin Ibrojev Pizis Lovima, Soon After War, David learned from the news that EHS triggered a full-scale nuclear alert at NORAD. Et panic at the prospect of being arrested and calls Jennifer. David tell her everything. That happened and she gave him a rather simple solution, to stop calling that particular number. However, while cleaning his room, David receive a call from Wapro informing him about the progress of his game. It has been running for 31 hours, 12 minutes. And 49 seconds, with an estimated remaining time of 52 hours and 17 minutes. David ask about the game's purpose and Wapro states that the only goal is to win. He is so spooked by all this that he immediately pull out the connection line from his computer. Late that afternoon, while David is coming out of a local shop, FBI agents surround him. They search him and sternly escort him into a car. It is obvious that they are taking him to Colorado for questioning. Meanwhile, at NORAD, the situation has become tense once more. The Wapro system continue to simulate a nuclear war, generating countermove for both the US and the Soviet Union. This escalating simulation has real-world consequences. 2. In response to the perceived threat of US bomber that General Béringer ordered earlier, the Soviet have also raised their alert level to DEFCON 4. So meet-him late, David arrive at the NORAD facility, and everyone is informed of his action. Dr. MC Kittrick requests a private conversation with the teenager and take him to his office. Et accuse David of tampering with the computer system, resulting in the escalation between the US and USSR. David admit to initially breaching the system to play a video game but denied any further contact. Instead, he claimed that Joshua, the computer system at NORAD, was the one who contacted him. However, MC Kittrick suspected David is collaborating with someone outside the US and relaying sensitive information. He is about to ask more questions when he suddenly receives a phone call, prompting him to rush outside. It turned out Wapro has been compromised again, and the missile launch code are at risk. MC Kittrick suggests that they do nothing and remain calm but General Béringer's DEFCON level 2-3. Et also order US bomber to keep patrolling the sky, monitoring Soviet movement. Meanwhile, inside the office, David communicates with Wapro, who inform him that ETS final plan is to launch the US missile towards the USSR in 28 hours. The system then reveal wide information. It says that Dr. Falken is difficult to reach, both at his Seattle terminal and at a classified location. Intrigued, David asks where this classified address is and who lives there. The system respond, Dr. Richard aka Stephen Falken, told Cedar Road, Colorado. Before the teenager can utter another word, he is apprehended by FBI agent, who informed that he will face espionage charge. David yells out that Joshua is the one instigating this game and will initiate World War III if not stopped. Et plead with them to call Falken but they throw him into a nearby room. Plusieurs minutes tendues s'écoulent et tout le monde au centre est en état d'alerte maximale. C'est à ce moment-là qu'un immense groupe de touristes arrive pour une visite des installations. David profite de cette occasion pour s'éclipser de la pièce et se cacher sous un escalier voisin. Voyant le bon moment, il se mêle au groupe de touristes qui se dirigent vers la sortie.
Il parvient alors à monter discrètement dans le bus de la visite et réussit à s'échapper du complexe de NORAD. Une fois suffisamment loin, David utilise une cabine téléphonique pour contacter Jennifer. Il lui demande de lui réserver un vol pour l'Oregon. Mais elle le surprend plus tard en arrivant en personne. David lui révèle alors que le docteur Stephen Falken est toujours en vie, et ils partent ensemble pour l'Oregon. Quelque temps plus tard, les deux jeunes trouvent le docteur Stephen Falken dans un chalet au bord d'un lac en Oregon. Il s'avère que le scientifique vit sous le pseudonyme de Dr Richard Hume. Pendant ce temps, à NORAD, le général Béringer reçoit une alerte indiquant que deux missiles approchent de l'Alaska, accompagnés de chasseurs russes. Il ordonne immédiatement à 2 avions F-16 d'intercepter les missiles et de lui fournir une confirmation visuelle. Mais les pilotes rapportent rapidement qu'aucun missile ni avion russe n'a été détecté par le radar en Alaska. En entendant cela, le général est déconcerté, car un système de suivi en direct devant lui montre bien 2 missiles se dirigeant vers la cible. À leur insu, l'horloge de Wapro compte à rebours jusqu'à un véritable lancement. Il ne reste plus que 14 heures avant qu'il ne déclenche les missiles à l'insu de tous. La scène se déplace vers le docteur Falken, qui est assis avec les adolescents et discute de sa philosophie de la vie. Il est évident qu'il a développé une vision très pessimiste du monde après la mort de son fils. Les adolescents tentent de le raisonner, lui rappelant que sa vision serait moins sombre si son fils était toujours en vie. Il le supplie d'au moins passer un appel au responsable de NORAD pour clarifier la situation. Mais il ne répond pas et se retire simplement dans sa chambre. Frustrés, les adolescents quittent la cabane à la recherche d'un bateau pour partir. Mais ils ne trouvent rien et sont incapables de quitter l'île, car David ne sait pas nager. Cela le pousse à une crise de panique, et il regrette d'avoir procrastiné dans l'apprentissage de la natation. Mais alors que tout cela se passe, le docteur Falken apparaît soudainement dans un hélicoptère et leur ordonne de monter, car ils sont en retard pour sauver la situation. La scène se déplace ensuite vers NORAD, où le général Béringer est alerté de l'arrivée de 300 missiles balistiques soviétiques en direction des États-Unis. Paniqué, il passe au niveau DEFCON 1 et ordonne aux bombardiers américains de se préparer à riposter. Le premier rapport de Wapro indique que la première frappe de l'Union soviétique est une attaque à grande échelle. Il suggère donc que la riposte des États-Unis soit également totale. Heureusement, David, Jennifer et le docteur Falken font irruption dans l'installation de NORAD et entrent en trompe dans la salle de commandement juste à temps. Le docteur Falken informe frénétiquement tout le monde que l'attaque nucléaire qu'ils observent n'est qu'une simulation. Mais le docteur McKittrick affirme que le système fonctionne parfaitement et qu'il n'y a aucune indication d'une simulation. Le général Béringer est contraint de le croire, car remettre en question la précision du système pourrait avoir des conséquences désastreuses. Néanmoins, le docteur Falken tente de raisonner le général en lui demandant pourquoi l'ennemi prendrait le risque d'une attaque totale. Il souligne qu'il n'y aurait aucun vainqueur dans un tel scénario, ce qui le rend totalement illogique. Il finit par convaincre le général de retarder la riposte américaine jusqu'à ce que les missiles soviétiques atteignent leur cible. Bientôt, le compte à rebours atteint sa fin, et l'heure de l'impact arrive. Cependant, aucun missile ne frappe les États-Unis, et les bases ciblées ne signalent aucun dommage. Tout le monde pousse enfin un soupir de soulagement. Cependant, le docteur Falken observe que Wapro continue la simulation de l'attaque nucléaire soviétique. Il génère sans relâche de nombreux mots de passe pour décrypter le code de lancement à 10 caractères des missiles nucléaires américains. En réalité, il prévoit de déclencher le lancement de milliers de missiles contre l'Union soviétique. Désamorcer les missiles n'est plus une option, car il ne reste qu'environ 5 minutes et 3 secondes. Sans autre alternative, le docteur Falken et David infiltrent le système Wapro et le défient à une partie de morpion contre lui-même. Le système ne cesse d'aboutir à des matchs nuls, et en tant que programme d'apprentissage automatique, il comprend le concept d'égalité. Pendant ce temps, Wapro parvient également à acquérir le code nucléaire à 10 caractères et initie la séquence de lancement. Mais avant de lancer entièrement tous les missiles, il simule divers scénarios de guerre nucléaire. Il passe en revue des centaines de millions de séquences et conclut qu'il n'y a aucun vainqueur dans aucun scénario. Cela amène la machine à réaliser qu'une frappe nucléaire d'une puissance contre une autre conduit inévitablement à l'anéantissement total des deux nations. En conséquence, elle renonce au contrôle du système et invite le docteur Falken à une partie d'échecs à la place. Alors que le générique final défile, tout le monde célèbre, et un message apparaît. La seule manière de gagner est de ne pas jouer.